Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que de 1, j'ai un nouveau micro, et oui, je fais dans la nouveauté, et surtout, de 2, pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, je ne suis pas seule puisque Mathilde du podcast J'ai un truc à te montrer est là avec moi. Coucou Mathilde! Coucou! Comment ça va? Bah écoute, je suis très très heureuse et honorée d'être invitée à ton podcast et j'ai vraiment hâte de pouvoir analyser le film avec toi. Oui, moi aussi, je suis vraiment super contente, surtout que tu sois ma première invitée. Vous l'avez vu dans le titre, hein, mais aujourd'hui, on va parler d'un film que moi j'avais déjà brièvement évoqué dans mon épisode sur le bif. Le 3e épisode, qui est donc le film The Ugly Stepsister. I've lost my mind. Alors, The Ugly Stepsister, c'est le premier long métrage de la réalisatrice norvégienne Emilie Blichfeldt. Je sais pas si je l'ai bien dit, qu'il a d'ailleurs écrit. Il est sorti début 2025 dans plusieurs festivals et il est sorti dans les salles françaises en juillet. Alors ce film, c'est une relecture qui est totalement assumée du conte de Cendrillon, dont la véritable origine elle est assez floue, mais qui a été surtout popularisée par Charles Perrault, puis ensuite les frères Grimm, et puis Walt Disney. Je pense qu'on l'a tous et toutes déjà vu quand on était enfant. Dans The Ugly Stepsister, on va mettre à la trappe les souris et les fées pour montrer des vers et d'autres joyeusetés. Alors, est-ce que tu as envie d'expliquer un peu l'histoire de ce film? Bah oui, écoute, avec plaisir. Alors déjà, j'ai vu ce film grâce à toi, puisque j'avais écouté ton épisode justement de retour sur le bif, et c'est ça qui m'a donné envie de le voir. Tu parlais aussi de The Assessment, qui était vraiment incroyable. Alors oui, c'est vraiment la reprise du conte tel qu'on le connaît tous, mais beaucoup plus sombre. Donc on va suivre cette fois-ci, pas le personnage de Cendrillon, mais le personnage de sa belle-sœur, qui s'appelle Elvira, dans le film. Et Cendrillon est renommée Agnès. Et ça va être finalement cette histoire-là, du point de vue de Elvira. Et Elvira ne rentre pas dans les canons de beauté. Alors c'est l'époque victorienne, c'est ça? Je suis pas sûre qu'il donne exactement une date, hein, mais oui, en tout cas, niveau costume et tout ça, ça donne plus ou moins ce genre d'esthétique. Il y a une vibe à la Pride and Prejudice un peu, je trouve, enfin, pas exactement dans les costumes, pas dans cette époque-là, mais il y a en tout cas dans l'esthétique. Et donc du coup, comme elle ne correspond pas au canon de beauté, elle va avoir recours à des techniques pour améliorer son apparence, qui vont être de plus en plus choquantes et de plus en plus gore. C'est un film où on a beaucoup de body horror pour notre plus grand plaisir. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire un peu brièvement, sans rentrer dans les détails, on va le faire plus tard, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en as pensé du film? Sans grande surprise, j'ai adoré. Évidemment. J'ai trouvé que c'était très moderne dans la mise en scène, pour plein de raisons différentes dont on parlera. C'était pas convenu, c'était pas aussi attendu que ce que moi je pensais que ça allait être. Et vraiment, pour un premier film, je suis scotchée par le talent de la réalisatrice. Ouais, pareil, franchement, elle a fait quelques cours que j'ai pas réussi à trouver, je voulais vraiment les voir, mais je sais pas si d'ailleurs quelqu'un qui écoute ici aurait un petit tips, je suis preneuse. Mais oui, c'est son premier long métrage et c'est très impressionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc que j'ai vu au bif, et je dirais que ça a été un de mes coups de cœur. D'ailleurs, je sais plus quel prix il a eu, c'était pas le prix du public, mais c'était un des prix, je sais plus exactement, mais il était en compétition, il a gagné un prix, et clairement il le mérite. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de cette année,
Et c'est cool qu'ils reçoivent de l'attention ces derniers temps. J'ai vu beaucoup de posts sur les réseaux qui parlaient de ce film. Et puis en plus, c'est bien parce que c'est un film européen, mais voilà, des pays nordiques, enfin norvégiens, Suède et je sais plus. Enfin, c'est pas un film entre guillemets étranger qui est pas américain, donc ça c'est chouette aussi qu'il soit mis en avant. Et puis réalisé par une femme et écrit par une femme, ça c'est cool. Ça fait du bien, ouais, ça fait vraiment du bien. Mais comme pour The Assessment où c'est Fleur Fortuné, pareil c'est une française, c'est du cinéma indé et c'est leur premier film, donc ouais ça fait vraiment plaisir qu'elle rencontre du succès à l'échelle. Je sais pas s'il est bien accueilli aux États-Unis le film. En fait moi j'ai entendu dans un des, je sais plus lequel, mais en tout cas dans un des épisodes de Dead Meat podcast qui revenait sur différents films qu'ils avaient vus à, je saurais plus exactement dire le festival en question, mais ils avaient vu ce film et en tout cas eux ils en disaient beaucoup de bien. Maintenant je sais pas trop quelles a été les sorties, s'il a fait que des festivals ou pas, mais en tout cas il est pas sorti au cinéma ici. Je sais pas s'il va... Enfin, en Belgique, du coup. Je sais pas s'il va sortir. C'est dommage. Mais, bah oui, forcément, je l'ai revu pour ce podcast. Et j'étais toujours aussi touchée par les thématiques. Et c'est vraiment un film qui reste en toi, je trouve, qui te marque pas mal. Et il y a vraiment des personnages qui sont assez attachants et qui sont traités avec bienveillance et qui sont pas juste, qui ont pas juste une dimension, qui ont un peu des facettes multiples. Et c'est intéressant, c'est pas tout blanc ou noir, quoi. Donc ça, c'était... Même la relation entre les personnages, elle est pas simple, elle est pas unilatérale. Mais on en parlera plus tard. Oui, exactement. Du coup, je me disais que c'était peut-être bien, pour commencer en tout cas, peut-être si tu as envie d'un peu... présenter peut-être les personnages principaux. Oui, c'est vrai que j'ai pris des notes sur la caractérisation des personnages. On a le personnage principal, Elvira, qui nous est présenté directement dans l'introduction du film. En fait, on est dans son imagination, on est dans sa psyché, parce qu'elle est en train de lire le recueil du conte du prince Julian. Et donc du coup, voilà, on est dans ses rêveries, dans ses fantasmes. On comprend que c'est un personnage rêveur qui part souvent dans sa tête. Elle est très touchante, Elvira, parce qu'elle a une douceur, une naïveté. Notamment quand on va la voir plus tard évoluer dans la société. Tu sens qu'elle n'a pas une once de cruauté ou de sadisme envers l'autre. Ce qui est... Pour ce personnage-là, tel qu'il était présenté dans le conte original, les deux belles-sœurs et la belle-mère, c'est vraiment des personnages affreux. Elvira, tu sens qu'elle est victime de sa condition de femme dans la société à ce moment-là, mais qu'elle-même, voilà, n'a pas, comme je le disais, une once de méchanceté. On a évidemment le personnage de Agnès, qui est Cendrillon. Pareil, au début du film, elle est peu caractérisée, mais elle est un peu plus... elle est un peu plus snob, elle est un peu plus brute de décoffrage que Elvira, et elle s'adoucit au fur et à mesure du film, ce qui est... Finalement, les deux personnages ont des trajectoires opposées. Elvira, qui était douce, s'endurcit au fur et à mesure du film. Et on a évidemment la mère, donc la belle-mère, personnage, je sais pas ce que t'en as pensé, mais que je trouve personnellement assez terrifiant. Pareil, elle est pas unidimensionnelle, tu sens que les choses qu'elle fait et qu'elle entreprend viennent d'un endroit de survie et pas de cruauté pure. Et on a sa petite sœur, la petite sœur de Elvira, Alma. Par rapport à la mère du coup de Elvira, c'est marrant parce que d'une certaine façon... Je voyais un petit peu, alors je dis pas que c'est exactement la même chose, mais je voyais un petit peu la mère de Pearl. Je suppose que t'as vu Pearl. J'ai pas vu Pearl, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Bah oui, mais non, mais il y a vraiment ce truc, comme tu dis, qui est, en fait, elle aussi, c'est une femme qui est, j'aime pas trop le mot victime de sa condition, mais voilà, c'est une femme qui a grandi aussi, et peut-être même encore plus dans ses rôles
ces rôles genrés et dans le fait de, voilà, dans ta vie, tu dois absolument te marier, avoir de l'argent forcément, avoir des enfants, etc. Et il y a un peu ce truc de... Je pense, intérieurement, peut-être qu'elle le montre pas forcément, mais elle est pas forcément bien dans cette condition-là, tu vois. Peut-être que Non, c'est clairement. pas elle qui est au centre du film, mais il y a quelque chose quand même... Elle se plie, entre guillemets, à ces normes-là, parce qu'il faut, mais en même temps, voilà, je me dis qu'elle a pas le choix non plus. Tu sens qu'elle le fait pas non plus de... Il y a des choses qu'elle fait pas de gaieté de cœur, mais elle est forcée, par sa condition de femme, de soumettre sa fille aînée à des choses... Mais en fait, tu te demandes si elle-même, elle a pas vécu ça. Et tu te poses cette question pour les 2 autres personnages de femmes adultes qui sont dans l'école de danse. Parce que voilà, évidemment, comme dans le mythe de Cendrillon, les jeunes filles sont invitées au bal et donc du coup elles vont devoir aller dans une espèce d'école de danse. Et là t'as 2 personnages, t'as la prof de danse et une autre que moi j'ai appelée la directrice, mais je ne sais pas. Et tu sens que tu te demandes si même ces femmes-là, à l'intérieur de cette école, est-ce qu'elles ont fait elles aussi de la chirurgie? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes porté des appareils dentaires? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes fait toutes les choses que Elvira est forcée de faire? Ouais, c'est clairement une question à se poser. Peut-être que c'est lire un peu trop loin, je ne sais pas, mais toute cette... parce que comme tu l'avais noté ici, voilà, il y a tout ce qui est... Enfin, c'est pas juste la perversion, mais c'est aussi la cruauté, la tyrannie, etc. Donc elles sont vraiment très... même la prof de danse qui humilie carrément Elvira devant tout le monde. Est-ce que cette cruauté ne viendrait pas elle-même d'une sorte de colère intérieure ou par rapport à tout ça? Voilà, je pose ça là. Ouais, bien sûr. Bah, pour le coup, c'est vraiment un film, je trouve, ultra féministe dans son propos, dans sa mise en scène, dans son exécution. Et tu sens que cette femme, elle te renvoie quelque chose d'une femme très aigrie, qui n'interagit avec le monde que sous le prisme de quelque chose de très rigide. Elle donne des ordres, elle est dans l'humiliation. Et en même temps, elle est dans une relation, tu comprends, affective, amoureuse, avec la directrice. Enfin, elle s'appelle Mon Amour, ça c'est plus tard dans le film. Donc il y a aussi ce côté... on est obligé de se plier à cette société. Elles sont toutes victimes, en fait, les femmes, pour moi, dans ce film. Mais elles rejettent quand même ce cadre et ce corset-là social dans sa vie intime, parce qu'elle est dans une relation amoureuse avec une autre femme. Oui, c'est vrai. C'est un tout petit truc comme ça qui est glissé, juste comme tu dis, elle l'appelle Mon Amour. Mais je pense que c'est important, comme tu l'as fait, de le mettre en avant. Parce que parfois même des petits détails ou quoi sont quand même vachement importants. Ouais, c'est ça que j'adore dans ce film, c'est que t'as plein de petits détails comme ça auxquels tu peux ne pas faire forcément attention et qui sont en fait importants et qui en disent long. Ouais, carrément. Donc tu l'as dit, comme ça on remet aussi un peu le contexte peut-être pour celles et ceux qui soit ne l'ont pas vu et écoutent, soit qui l'ont vu et qui l'ont un peu oublié, mais bon, ça m'étonnerait, mais voilà. Comme tu l'as dit, donc on a tous ces cours de danse, ces cours de bonne conduite, etc. Pourquoi ? Parce que, oui, c'est toutes les femmes, toutes les jeunes femmes sont invitées à donc ce fameux bal dans le château du prince Julian, pour espérer, si pas être choisie par le prince, en tout cas trouver un mari, que ce soit, il y a des barons, des comtes, etc. Donc vraiment attirer l'attention d'un homme qui est quand même de, entre guillemets, haut rang, enfin qui a de l'argent. On sait que Elvira, elle est absolument amoureuse, complètement folle du prince, même avant de l'avoir rencontré. Il y a ce truc de... Ouais, c'est une fangirl. Ouais, sublimer totalement cet homme-là sans le connaître. Elle a une relation parasociale avec lui, c'est comme une rockstar pour elle. Elle dit « je l'aime » alors qu'elle l'a jamais rencontré, elle lit son recueil de poèmes, elle fantasme sur lui, enfin... Mais je faisais la même chose à 14 ans sur Hayden Christensen, personnellement, tu vois. C'est très réaliste. C'est très réaliste, oui. Mais donc, ce qu'il y a, c'est que sa mère, donc la mère d'Elvira, va carrément, en fait, la pousser
à réussir à obtenir la main, entre guillemets, l'attention du prince, ou si pas un autre homme de haut rang, comme on dit. Pourquoi est-ce qu'elle pousse ça? En fait, on se rend compte que le mariage qui a été fait entre la mère d'Elvira et le père d'Agnès, c'est clairement une question d'argent. Ils le disent tous les deux. Il y a un peu ce truc à la noce funèbre, si vous l'avez vu, et si tu l'as vu, Mathilde, où il y a ce truc de le quiproquo de la famille pense que l'autre a de l'argent, mais en fait, ils sont tous les deux un peu dans la merde financièrement. Complètement. Ouais. C'est presque comique, ce moment-là. Et il y a une rupture de ton à ce moment-là, quand elle s'en rend compte. C'est ça, parce que le père de Agnès décède subitement. Bah, un peu comme... Enfin, pas exactement dans les mêmes conditions que dans le conte, mais il y a ce truc de... Bah voilà, le père décède, et donc les filles se retrouvent avec la belle-mère. Et Elvira vient pour essayer de consoler, tant bien que mal, Agnès en lui apportant à manger, etc. Et puis il y a effectivement... comme tu disais, où elle est un peu pédante en disant non mais si c'était pas pour l'argent, on vous aurait pas laissé entrer dans notre château. Elle dit des gens comme vous, quelque chose comme ça. Ah ouais. Elle les prend de haut. Ouais, Elvira qui se rend compte et qui court vers sa mère en disant maman, ils ont pas d'argent. Et puis, elle se retrouve elle-même justement avec les notaires et tout, juste après la mort du coup de ce père-là, et elle perd totalement pied, la mère. Elle se dit bah... Ouais, cette scène est très... cette scène est très bien mise en scène, justement, parce qu'il y a ce... Là, on est full... On parlera plus de mise en scène plus tard, mais on est dans ce décor de château sombre. C'est presque du noir et blanc, ça rappelle un peu l'esthétique du Nosferatu de Robert Eggers. Et elle court vers sa mère en disant « Elles n'ont pas d'argent !» Et en fait, la mère est d'ores et déjà avec tous les notaires. Et en fait, c'est vraiment cette pièce remplie d'hommes qui ont l'air jeunes en plus, et qui disent « Ah, eh ben on va tout vous prendre ». Enfin vraiment, c'est cette saisine des biens, tu sais, que t'as vu 1000 fois dans tous les films, où en fait, voilà, ils vont récupérer tout ce qu'elles ont, parce qu'il n'y a pas un homme dans l'histoire pour les protéger, finalement. Tu comprends un petit peu ça. Et donc, il y a un peu ce truc de... pour, entre guillemets, sauver un peu la famille, il faut encore plus que Elvira se marie avec le prince, ou en tout cas qu'elle se marie avec quelqu'un qui a de l'argent, un homme qui a de l'argent, parce que justement la mère lui dit que elle est peut-être trop vieille, elle a des enfants, elle est seule avec des enfants, c'est pas évident pour elle de trouver un homme riche qui voudrait d'elle, et donc il y a ce truc de Elvira qui dit je vais le faire, quoi. Je vais y arriver, je vais épouser le prince et ça va aller, quoi. Et puis sa mère qui met des sommes astronomiques dans... et ça, du coup, on peut plus entrer en détail là-dedans, mais des sommes astronomiques sur tout plein de chirurgie. Ouais, des procédures. C'est ça. Modifier l'apparence de sa fille et la rendre plus... la faire rentrer dans les canons de beauté. C'est ça. L'une des thématiques les plus mises en avant de ce film, c'est forcément toutes les standards de beauté, et une grande critique finalement par rapport à ça. Donc ces standards qui vont pousser les femmes à des comportements et des attitudes qui sont extrêmes et qui sont quand même vachement problématiques pour elles, pour leur santé notamment. Mais on n'est pas tout de suite dans quelque chose de vraiment extrême, justement. Donc il y a d'abord l'extraction de l'appareil dentaire de Elvira, qui a du coup au début du film un appareil dentaire, et d'ailleurs sa mère lui fait des remarques en disant en gros... Ne souris pas. Ouais, c'est ça. Et puis ça va de plus en plus loin, voilà, comme on dit, avec le nez, la chirurgie du nez. Oh là là. Quelle horreur. Ouais. Elle est tendue, cette scène. Oui, ça escalade. Ça escalade dans l'horreur. Ouais. Et puis l'interdiction de manger, où tout le monde à table reçoit quelque chose, sauf elle a... genre c'est même pas une soupe, on dirait de l'eau avec du citron dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, sur Skinny Talk, tu vois encore des meufs faire la promotion de ça. Du fait de jeûner, de se priver, de manger en hypocalories...
Malheureusement, ces rituels de beauté, cosmétiques, ces procédures qui existaient déjà à l'époque, sauf qu'on était sur un autre niveau par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on va dire on s'empoisonne avec des microplastiques et on va faire des chirurgies esthétiques, mais à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup plus violent, en tout cas, les procédures esthétiques. Bah déjà, je sais pas si déjà à cette époque-là, il y avait cette fameuse phrase, hein, il faut s'ouvrir pour être belle, qui est juste une phrase horrible que je ne peux plus entendre, même si il y a des gens parfois qui la prononcent innocemment. C'est ça, c'est que c'est pas innocent en fait cette phrase. Moi, je l'ai entendue en grandissant petite, et notamment au moment de la puberté où t'as tes poils qui apparaissent. Et du coup, tu vas avoir les figures un peu féminines autour de toi qui vont t'apprendre à t'épiler. Et je comprenais pas pourquoi je devais me faire physiquement mal, en fait. En fait, des choses qu'on accepte comme des petites douleurs qui sont normalisées. Enfin, t'as pas plus patriarcal comme phrase que ça. Alors comme si on avait que ça à faire, en fait. De s'enduire de produits et de modifier notre apparence. Tout ça pour rentrer dans une représentation canonique de ce à quoi le corps féminin doit ressembler. Et puis en fait, c'est des critères qui sont totalement absurdes et qui promouvoient en plus, qui sont de plus en plus extrêmes, je trouve, notamment avec les réseaux sociaux. Je sais pas, tu vas voir la famille Kardashian qui va faire la promo carrément des implants qu'elles utilisent, qui vont vendre. Enfin voilà, c'est le capitalisme et le patriarcat, ça fait une très très bonne alliance. Et oui, le fait que ce soit normalisé et banalisé, en fait. Et c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui, hein, c'est sûr. Non. Déjà, il y a plusieurs siècles, les femmes, elles souffraient déjà pour cultiver un peu cette beauté, cette féminité standardisée, on va dire, notamment avec, ça on connaît, hein, les corsets qui sont pas comme ceux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'en mets, mais ça, c'était... À l'époque, c'était vraiment très très serré, quoi, et ça provoquait de la suffocation, parfois de l'arrêt de la circulation sanguine, de la descente d'organes. Des fractures des côtes, des maladies cardiovasculaires. Des très grandes robes avec des armatures. Vraiment, je vous défie de vous asseoir avec ça. Moi, j'ai fait du théâtre et on avait des costumes d'époque, et vraiment... c'est affreux de s'asseoir avec ces trucs-là. Tout ça, c'est pas anodin. Ça, tu peux pas dire que il n'y a pas une intention derrière, quoi. C'est vraiment... C'est intéressant l'idée qu'on minimisait ou on cherchait à entraver les mouvements des femmes. Parce que les corsets, c'est ça, elles étaient tellement occupées à s'étouffer et à se fracturer les côtes, et elles pouvaient pas s'asseoir comme elles le voulaient. Enfin, c'est vraiment l'idée des femmes poupées, dans des maisons de poupées, qui sont pas libres de leurs mouvements. Si tu veux, j'ai fait un tout petit récap des pratiques dangereuses et toxiques autour de la beauté dans l'histoire. En fait, on pourrait en parler pendant des heures si on faisait tout l'historique de ce qui a été dangereux, mais j'ai pris un peu les choses qui sont en lien avec ce qu'on voit dans The Ugly Stepsister, notamment le saturnisme, qui est en fait une maladie causée par l'utilisation du plomb dans les maquillages qu'on imposait directement sur notre peau. Et ça, c'est vraiment depuis l'Empire romain jusqu'à la Renaissance, on a toujours utilisé des choses en fait qui attaquaient la peau, qui faisaient qu'en fait il y avait des fissures, des cancers. Enfin, on pouvait pas diagnostiquer le cancer à l'époque, mais je pense pas que ça se passait très très bien pour les organes de ces personnes. Le corset, comme tu l'as dit. Alors, je m'avance un petit peu par rapport au film, mais les vers solitaires ont réellement été utilisés comme produits de beauté. C'est quand même assez dingue de se dire que voilà, on les désinfectait tranquillement, on les mettait dans un bocal et on le vendait comme un produit diététique. Et ça, c'est vraiment apparu, il me semble que c'est aux États-Unis à partir du XXe siècle, parce qu'il y avait les premières affiches de publicité pour des régimes, en tout cas qui faisaient l'apologie de voilà, on arrête de manger,
on va jeûner, etc. Et on va prendre aussi des vers solitaires pour absorber la nourriture, sachant qu'il y a pas d'études vraiment concrètes qui disent que ça permet de perdre du poids. En plus, c'était un mythe. Et ce qu'on voit aussi, vers la fin du film, petit spoiler, la mutilation des pieds qui pour moi fait écho aux pratiques en Chine, donc du 5e au 20e siècle, où les pieds des femmes, elles avaient pas le droit d'avoir des pieds qui faisaient plus de 10 cm. Du coup, elles les bandaient à partir de leurs 7 ans et c'est terrible, mais leurs orteils se brisaient sous leur propre poids, c'était des douleurs immenses. Et là, pour le coup, c'était mieux de venir d'une famille paysanne, parce que tu pouvais pas travailler si t'avais les pieds fracturés, donc on te laissait tranquille. Mais c'est quand même dingue de se dire que ça a pu aller jusque-là. Et il y a aussi le parallèle avec The Substance. Et ce dont je parlais dans l'épisode The Substance de mon podcast, j'ai un truc à te montrer, le simulacre de la performance féminine, donc de tous les actes qu'on va faire pour ressembler à ce à quoi une femme doit ressembler et ce à quoi elle ne ressemble pas naturellement, notamment dans le cadre de Elisabeth dans The Substance, mais là aussi, le fait d'avoir des pieds qui n'excèdent pas 10 cm, non, ceci n'est pas possible. C'est ça, c'est totalement ignorer aussi les risques en fait sur la santé, quoi. Parce qu'on met vraiment l'importance sur le fait d'être belle. Alors, toi, tu parlais du coup de cette pratique en Chine. J'avais juste envie de remettre un point d'honneur sur le fait que la beauté, évidemment, c'est culturel. Donc là, on est dans l'Occident. Généralement, c'est être belle, c'est être mince, c'est très fin, des longs cheveux, pas double menton, des longs cils, etc. Et c'est sûrement, j'imagine pas le cas partout. Mais voilà, je voulais juste dire ça. Oui, bien sûr. C'est que finalement, le corps, on va dire canonique, aujourd'hui, tu vas voir que comme l'Occident a pris un peu l'ascendant sur les représentations, y compris dans des pays asiatiques, on va vendre des produits aux femmes pour qu'elles se blanchissent la peau. C'est que finalement, je pense à cause de la mondialisation et du capitalisme, on va même mettre de côté culturellement ce qui est beau de base dans la culture d'origine, pour mettre un truc très lisse c'est un corps, la plupart du temps quand on va mettre une égérie de beauté pour des grandes marques, ça va être une personne blanche 9 fois sur 10, ce qui n'est pas juste. Clairement pas. C'est un souci des représentations. Mais c'est intéressant que tu parles un petit peu en tout cas, tu évoques un peu le capitalisme, parce que il y a des théories qui lient justement féminisme et capitalisme, et c'est pas pour rien. On va faire le petit point Mona Chollet. Vous vous souvenez, je l'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. mais effectivement, dans Beauté fatale, que d'ailleurs j'ai évoqué dans mon premier épisode sur The Substance. Et oui, on a toutes les deux fait un épisode sur ce film incroyable. Bah bien sûr, évidemment. Bah oui. Mais oui, donc Mona Chollet dans Beauté fatale, elle parle justement du coût, en fait, que ce soit toutes ces crèmes et puis tous ces produits de beauté, en fait. Donc c'est beaucoup d'argent, finalement, des sommes astronomiques qui sont mises là-dedans pour qu'elle colle justement de nouveau à toutes ces représentations-là de féminité qui, on est d'accord, sont impossibles à atteindre. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est le problème permanent de ne jamais se sentir assez bien, et donc de toujours dépenser. Il y a toujours tel ou tel produit qui va sortir, et on va se dire il me faut ça parce que je sais pas, on va inventer de nouveaux complexes ou de nouvelles choses à embellir ou à modifier, et donc c'est toujours plus, en fait. Je sais pas si c'est mon métier qui biaise ma perception, parce que du coup je suis psychologue, mais j'ai l'impression que c'est rarissime, voire impossible, de rencontrer une femme qui a un rapport ne serait-ce que neutre à son corps. En dehors des troubles du comportement alimentaire et de tout ce que ça entraîne,
autant dans mes patientes que dans ma vie affective autre avec mes amis ou les membres de ma famille ou moi-même, je trouve qu'il y a un problème dans l'expérience féminine de notre propre corps. On va toujours se voir comme plus grosse ou épaisse qu'on ne l'est. Ça va entraîner des problèmes dans le fait de se nourrir. Et pour moi, ça vient avec le fait que il y a eu une espèce de propagande dans les années 90-2000 autour de la grossophobie. Où en fait, je sais pas, par exemple, moi j'ai grandi avec le journal de Bridget Jones. On nous dit dans le film, Bridget Jones est grosse, elle est obèse, c'est son problème dans la vie. Et en fait, elle se pèse dans le film et elle fait genre 63 kilos. Je suis désolée, enfin, ça c'est juste un poids de personnes normales. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Les magazines qu'on nous vendait à 10 ans, 12 ans, j'achetais des magazines genre, je sais pas, Jeune et Jolie, Glamour, etc., où on m'expliquait que je devais enlever ma cellulite, qu'il fallait que j'ai surtout pas de points noirs, que ma peau soit le plus lisse possible, que le poil, c'était ce qu'il y avait de plus dégoûtant chez une femme. Et en fait, on a grandi avec l'idée qu'on devait avoir honte de notre corps tel qu'il est, et que laisser notre corps vivre sans lui inculquer des régimes draconiens ou du sport de manière punitive, bah en fait c'était mal. C'est mal en fait quelque part de se sentir bien dans son corps. Je sais pas si toi t'as cette même expérience, tu vois, est-ce que c'est moi mon biais en tant que psychologue ou est-ce que c'est vraiment une expérience on va dire universelle? Bah, je pense pas que... Bah alors forcément, vu que toi tu as le point de vue de psychologue, tu as peut-être un autre... Enfin, de toute façon, tu as ce point de vue-là. Mais c'est sûr que moi je connais, et d'ailleurs moi j'en fais partie aussi, mais je connais pas mal de femmes qui vont toujours avoir à redire sur leur apparence, que généralement c'est le poids. Vraiment ça me tue. J'ai une cousine qui vraiment dit qu'elle se trouve qu'elle est trop grosse et enfin... Alors que, bon, voilà, déjà, trop grosse, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis tant que c'est pas un danger pour ta santé, voilà. Mais il y a vraiment ce truc de... Et se comparer aussi, en disant, voilà, je sais pas, c'est dans ma morphologie, je pense, mais j'ai jamais été jusqu'à 50 kilos. Généralement, le plus, c'était genre 48. Du coup, il y a ce truc de, oui, mais toi tu es fine. J'aimerais être fine comme toi, ou tu peux pas comprendre... comment je me sens, etc. Donc il y a aussi ce truc de comparaison un peu entre les femmes. Mais ouais, je pense que vraiment, enfin même si on revient sur The Substance, moi je l'ai dit dans mon épisode, je pense que toi aussi, Demi Moore, elle est magnifique, quoi. Et moi ça me tue vraiment quand les femmes n'arrivent pas à voir leur beauté, quoi, et à apprécier leur apparence. T'avais noté quelque chose sur la dysmorphophobie. Non, bien sûr. Pardon. Non, t'inquiète. Je sais pas si tu veux un peu expliquer ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors, j'ai trouvé que il y avait plusieurs scènes dans le film qui me faisaient penser à ce trouble. La dysmorphophobie, qu'est-ce que c'est ? Ça va être chez une personne qui va être obsédée par son apparence, mais qui va percevoir de manière exagérée des défauts et en ressentir une détresse significative. Alors, je sais pas, tu vois, dans le cas de ta cousine, mais ça va être une personne qui va se voir comme grosse, se percevoir comme grosse, comme en surpoids, alors qu'en fait, cette personne a un poids normal. Ça va être une personne qui va voir... exagérer son nez au milieu de son visage en disant c'est monstrueux, c'est terrible, je suis laide, alors que en fait finalement de l'extérieur ça n'est pas si perceptible. Et du coup ce trouble, la dysmorphophobie, ça va entraîner de l'anxiété. Il y a des gens qui vont être tellement complexés qu'ils vont plus sortir de chez eux. Il y a une baisse de l'estime de soi, ça peut entraîner des affects dépressifs. Et dans le film, pour moi, c'est dans ces scènes que je trouve très vraies, à laquelle on peut peut-être toutes s'identifier, où elle est seule dans sa chambre,
et où elle se regarde dans le miroir. Et il y a cette scène où, voilà, elle se tire les traits devant le miroir, elle se tire la peau, elle regarde son appareil dentaire, elle s'éclate un bouton, c'est un peu dégueu. Et après, il y a une autre scène bien plus tard dans le film, où là, elle se regarde avec dépit. D'ailleurs, pendant cette scène, elle mange des trucs qui sont cachés dans son tiroir. Voilà, tu comprends que elle compense, comme elle est affamée par sa mère, elle a quand même faim, donc elle mange des sucreries. Et tu vas vraiment avoir la caméra qui va montrer ce corps de manière neutre, donc pour nous. Alors, je sais pas comment toi tu perçois ce corps, mais moi je trouve que c'est un corps qui est dans la norme, c'est-à-dire, voilà, comme on disait, elle est blanche, elle est plutôt mince, elle est pas en surpoids, elle est pas en obésité, elle est normale, quoi. Et voire même, elle a des formes, enfin, elle a un corps plutôt bien proportionné, quoi. Elle a des beaux seins, des belles fesses, mais ça va être filmé, voilà, par terre, on va voir vraiment l'arrêt de ses fesses de manière un peu dégueu, et vraiment le bourrelet très très centré en gros plan. Voilà, ça m'a fait penser à ces heures passées par des femmes sûrement à scruter le moindre de leurs défauts dans le miroir et à se détester à cause de ça. Alors que clairement, le bourrelet, comme tu dis, au niveau du ventre, on le rappelle, hein, forcément, normalement il faudrait pas, mais quand on est assise, pas à droite, un petit peu voûtée, je pense qu'on a toutes ça. Ben oui. Voilà. Bien sûr. C'est, Oui, parce que le corps stocke des graisses pour notre survie. Et c'est ok, en fait. C'est juste qu'on nous a interdit d'avoir de la graisse, de la cellulite, des poils, plein de trucs. On a décrété que sur les corps féminins, voilà, ça c'est interdit, c'est pas possible. Mais en fait, moi, tu vois, ça me fait toujours penser à dans Pulp Fiction, le personnage de la Française qui dit « Je veux une brioche !» Et du coup, elle dit qu'elle va manger plein de pancakes et de tartes pour avoir une petite brioche parce qu'elle veut un petit bidon. Voilà, je trouve ça très mignon. Mais oui, en tout cas, c'est vraiment triste et il faut quand même dire que voilà, il y a quand même aujourd'hui, on critique quand même de plus en plus ce genre de dictat qui tout ça, c'est quand même vachement, comme on a dit, problématique et toxique à plein de niveaux. Mais au niveau du film, malheureusement, Elvira, elle va totalement baigner dans ces injonctions et ces idées-là. Et, elle est seule, c'est ça le truc terrible pour Elvira. Elle n'est jamais confrontée à un autre discours que il faut, de nouveau, il faut souffrir pour être belle et ce truc de se faire valider par l'attention et par l'amour d'un homme, quoi. Même, justement, ça, je l'ai noté parce que je trouvais ça vraiment fou, mais donc, du coup, c'est une des femmes qui est à cette école de danse et de bonne conduite, on sait pas exactement comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle lui dit en gros que c'est l'intérieur et pas l'extérieur qui compte et elle lui dit que tu es courageuse de faire tout ça pour... C'était quoi, pour que ton extérieur matche avec ton intérieur. Ouais, elle s'identifie à elle. Ouais. Elle lui dit tout ça, mais en même temps, il y a ce truc de c'est dans cette scène qu'elle lui donne ce fameux... Le ver solitaire. Ouais. Ah, cette scène est très bien, il y a un basculement, je trouve, dans le film, parce que tu vois vraiment l'isolement du personnage de Elvira, et c'est la première personne qui lui montre de la bienveillance et de la douceur et de la gentillesse, on va dire, et elle s'identifie à elle en disant « Je me vois beaucoup en toi ». Donc pour Elvira, cette femme plus âgée, qui a réussi, qui a quand même un statut... c'est fou pour elle, et c'est vraiment la violence cachée. C'est très pervers en fait, ce geste de lui dire tu vas y arriver, de l'encourager, de lui tenir un discours, mais dans l'acte de faire exactement le contraire. Ouais, c'est ça, c'est encore une fois un truc de tu dois faire quelque chose en plus pour continuer sur ta lancée. Elle le dit pas clairement, mais voilà, pour être belle, quoi. C'est ça. Elvira vit à une époque où elle ne peut pas avoir accès à des comptes body positive. Du coup, elle est forcée de se contraindre en effet à ces choses-là. Après, on parlera peut-être de la fin,
mais on sait pas trop ce qu'il adviendra d'elle, et il est possible qu'elle s'émancipe de tout ça. Ouais, totalement. Je me disais peut-être parler un peu de la compétition entre femmes. On a toute une partie où elles sont effectivement, elles prennent des cours de bonne conduite, de danse, etc. Où elles apprennent à être de bonnes petites épouses à en devenir, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est mis en scène et c'est montré comme étant une compétition en fait pour gagner l'attention du coup du prince, pour pouvoir avoir le droit en fait de se montrer au prince et de l'approcher en fait. Cette pression que la prof leur met en leur disant oui, ça va être la soirée la plus importante de votre vie. Il y a un peu ce truc de voilà, il y a genre une danseuse qui va être mise en valeur, la danseuse principale, l'étoile un petit peu de la soirée. Mais ça, c'est un réflexe vestigial où je trouve qu'on le retrouve encore aujourd'hui à l'ère moderne. Tu vois, tu parlais de ta cousine qui va comparer son corps à celui des autres. Je sais que ce réflexe est encore automatique chez les femmes. Mais c'est parce que pendant des millénaires, notre seule manière de survivre en tant qu'être assigné sexe féminin à la naissance, notre seule survie, c'était d'épouser un homme. Parce qu'on n'avait pas de droit, on ne pouvait pas bosser, on ne pouvait pas gagner d'argent, on ne pouvait pas avoir de compte en banque, on n'avait pas de place dans la société. Ou alors c'était des places mais vraiment reculées. Tu vois, j'ai pensé un peu au gynécée dans la Grèce antique. Voilà, on mettait les femmes entre elles. Et du coup, forcément, dans notre ADN, dans cet héritage, il nous reste ces vieux réflexes-là comme ça, de rivalité, de comparaison, et qui ont été, je pense, instigés encore plus par le capitalisme. Vraiment. Moi, je sais que petite... j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans, alors je sais pas exactement d'où ça venait culturellement, pourquoi c'était aussi présent, mais je me sentais en rivalité avec les autres filles. J'ai eu une période très sombre de ma préadolescence, adolescence, où j'ai même été une pick-me, où avant d'être une féministe bien énervée et d'être à fond dans la sororité, de déconstruire tout ça, j'avais tellement internalisé la rivalité féminine et la domination masculine que c'était plus fort que moi et que je me mettais dans ces positions de compétition. Et ce film le montre très très bien, je trouve. Ce truc, voilà, viscéral de... elles sont prêtes un petit peu à tout pour se mettre des bâtons dans les roues, même si je trouve que ça reste soft dans le film. C'est-à-dire que Elvira va plus s'auto-détruire elle et avoir des actes de violence envers son propre corps que de sabotage envers Agnès. C'est pour ça que je disais que le personnage est doux et gentil et quelque part pur. C'est que c'est même pas elle qui destitue Agnès de son titre de noble, ça va être la belle-mère, enfin la mère, qui va faire ça, quand elle se rend compte que Agnès a une vie sexuelle. Et malgré tout, je trouve qu'il reste un rapprochement entre les deux. C'est dans cette école que la rivalité est la plus forte, c'est dans ce contexte social où elles sont toutes ensemble, et comme tu disais, elles doivent apprendre à manier l'éventail, à faire leur danse bizarre. Et d'ailleurs, quand la mère la présente à la fin au bal, elle dit aux hommes, c'est une bonne fille, she's a good girl. Elle est vraiment dévouée et obéissante. Elle est docile. Ouais, docile, c'est vraiment le mot. Cette scène d'ailleurs est absolument, elle est, je trouve, affreuse à regarder. Elle te met tellement mal à l'aise. Ah ouais. C'est la scène, forcément, hein, vous vous en doutez qu'on a la scène du bal vers la fin du film. Où effectivement, voilà, il y a toutes les filles qui sont présentées. Voilà. Il y a vraiment tout un cercle dans la salle principale, on suppose, et donc chaque fille qui va en fait qui va un petit peu parader entre guillemets avec
Non, c'est pas sa mère, c'est chaque fois la prof, il me semble, qui est là derrière elle. Elvira se comporte ouais, comme un petit chien. Ah ouais, c'était trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre, la prof qui lui dit donne-moi tes petites pattes et tout ça, et puis elle fait des petits bruits de chiot. C'est vraiment horrible, et puis il y a tout ce truc, forcément, que tous ces hommes qui la regardent. Enfin, le regard très sexualisant aussi, ça c'est très très fort, notamment avec le prince et ses potes, qui sont absolument horribles, à les mater totalement, en fait les traiter un peu comme des objets sexuels, quoi, en fait. De la chair consommable, comme dans The Substance. On retrouve le male gaze, en fait, finalement, dans cette scène. Mm-hmm. C'est ça aussi, tu dis, Elvira qui est totalement amoureuse de ce gars qui, en fait, est... Ah ouais, mais la scène où on le voit avec ses potes dans la forêt, parce qu'elle le rencontre avant le bal, et tu te dis, justement, ça va interrompre ses rêveries, de le rencontrer, parce que, voilà, pendant cette scène, c'est vraiment le mec mascu toxique par excellence. Il est vulgaire, il est bête. Enfin, vraiment, il parle de viol au KLM, tranquille, avec ses potes, en disant ouais, elle, je vais la violer. Enfin, il pisse contre un arbre. Enfin, il n'y a rien de sexy pendant cette scène. Et il la voit d'ailleurs et il dit qu'elle est atroce. D'ailleurs, il dit jamais je toucherai ça. Enfin, vraiment, il la met. Et en fait, moi, je me disais, est-ce que ça va pas interrompre la course de Elvira à la beauté ? Est-ce que ça va pas la... Et non, rien du tout. Elle continue de l'idéaliser parce que son fantasme est plus fort. Et en même temps, je me posais la question de mais qu'est-ce qui lui reste d'autre à Elvira, à part ce fantasme-là, d'épouser le prince Julian ? C'est vraiment... c'est son but dans la vie, en fait. C'est vrai qu'elle a rien... Elle a rien d'autre, on la voit pas avec des amis. Alors, on a une sœur et on va en parler un peu plus longuement de sa sœur, mais c'est vrai que même là, il y a pas une opposition, mais en tout cas, il y a une fissure, justement, parce que sa sœur n'adhère pas du tout à ce qui se passe. Mais oui, elle est totalement seule, et oui, il y a des petits moments avec Agnès, mais... Elles sont déjà de base, elles sont pas entre guillemets du même monde, et puis forcément elles sont en compétition pour le prince à un moment jusqu'à ce que Agnès soit évincée. Mais donc oui, comme tu dis, elle est très seule, quoi. Elle a pas grand chose dans sa vie, entre guillemets, quoi. Ce qui est très triste. Ouais, ouais, c'est ça. Tu comprends pourquoi pourquoi c'est son unique but. Peut-être qu'on peut parler de la sexualité dans le film, comment elle est montrée. Donc pour remettre dans le contexte de ce qui se passe dans le film, justement, il me semble que c'est d'ailleurs quand elle revient de sa rencontre, entre guillemets, avec le prince, elle entend des bruits dans l'étable, et elle va voir, donc, et elle découvre, en fait, Agnès avec Isaac, tout à fait. qui est un garçon qui s'occupe des chevaux, en fait, au château. On imagine, ça fait un moment qu'il fait ça, et précédemment on avait vu du coup une scène où on comprend que Agnès est amoureuse, en fait, de cet homme-là, de ce jeune homme-là. Sauf que forcément, on s'en doute, il n'est pas dans une position socio-économique très, très élevée. Enfin, c'est pas un noble. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, c'est pas un noble. Tu te doutes que, tu vois, ils ont le même âge, ils sont dans le même château. Moi, tu vois, j'ai fantasmé qu'ils ont plus ou moins grandi ensemble, qu'ils se connaissent depuis l'enfance, voire que, tu vois, ils ont une relation peut-être amoureuse depuis longtemps, en fait. On les voit peu ensemble, mais voilà, il y a quelque chose quand même d'une complicité et d'une relation déjà acquise, en tout cas. Et du coup, donc, dans cette étable, Elvira les surprend en train de coucher ensemble. Ouais, c'est une scène de sexe très particulière dans la manière dont elle est mise en scène, parce qu'elle est observée du point de vue de Elvira. C'est le soir tombant, donc c'est presque dans le noir, et tu vois pas très bien ce qui se passe à l'écran, t'entends les bruits des chevaux, enfin, c'est très bestial, c'est assez brutal.
Je sais plus s'il y a une musique à ce moment-là, mais c'est assez inquiétant. Et t'as vraiment ce plan pénis, enfin je sais pas comment l'appeler autrement, qui est hyper choquant parce que tu t'y attends pas d'un coup, t'as vraiment voilà, un pénis à l'écran et ils ont cette sexualité, voilà, c'est la position de la levrette, qui est une position quand même assez animale, on va dire. En tout cas, c'est comme ça que les chevaux forniquent ensemble. Et j'ai été très surprise par cette scène. Je m'attendais pas du tout à ce que ça aille là-dedans. Et à chaque fois que il y a de la sexualité à l'écran ou dans le film, c'est globalement assez glauque et assez violent. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais. Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est très... Alors, forcément, il y a ce truc de... Elvira revient à la nuit tombée. Donc, forcément, bon, ça va pas être en pleine lumière. Mais oui, après, voilà, il se cache. Donc, forcément, bon, on voit pas forcément très très bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un peu ce truc-là. Et d'ailleurs, il me semble, c'est vraiment la seule... Ah mais non, on voit encore, on en voit après plus ou moins avec la La mère mère a qui, des relations sexuelles aussi. C'est suggéré dans une scène où on entend les bruits. En fait, après que Elvira ait surpris Agnès avec Isaac, elle le dit à sa mère, et c'est là que Agnès est destituée de son titre et de sa noblesse. Elle est vraiment slut-shamée, c'est très violent. Elle la jette dehors, elle la frappe, elle la traite de tous les noms. Et plus tard dans le film, elle fait venir le fameux styliste qui fabrique la robe de Elvira pour le bal. Et comme Agnès a un statut social bas, c'est-à-dire qu'elle devient fille de ferme, elle devient leur servante, il se permet de l'agresser sexuellement. Cette scène est encore une fois très violente. Il lui crache au visage, il l'embrasse de force, il la traite de whore. Et il y a vraiment une banalisation et une normalisation de la violence masculine, et c'est avec ce même homme que la mère couche. Pour moi, en fait, c'est suggérer que c'est une marchandisation de la relation sexuelle, c'est-à-dire que comme elle n'a pas d'argent et qu'elle s'endette pour tout, pour la chirurgie de sa fille, pour l'appareil dentaire, pour la robe, elle achète un petit peu la robe en donnant son corps. Et à la fin, ça c'est la dernière fois qu'on voit la mère, elle ramène un homme chez elle après le bal, et tu vois qu'elle a une relation sexuelle avec un homme, et en fait il y a un échange de regards, parce que Alma va dans la chambre de la mère, et l'homme est allongé, en fait elle va lui faire une fellation. Tu sens qu'elles ont un regard assez étrange à ce moment-là, et c'est comme si la mère avait honte de ce qu'elle était en train de faire. Pour moi, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Je sais pas comment toi tu l'as interprété. Ouais. Non, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est très rapide. Agnès, c'est un personnage, je trouve, qui est très intéressant aussi, et qui du coup est encore différent du personnage de Cendrillon qu'on connaît en fait dans le conte classique, entre guillemets. Agnès ne veut pas se marier au prince, contrairement à Elvira. Agnès. On l'a dit, elle est amoureuse de ce garçon qui s'appelle Isaac, qui d'ailleurs va être chassé en fait du château dès qu'on va se rendre compte qu'ils ont une relation, parce que ce n'est qu'un petit, pas paysan, mais en tout cas voilà, il travaille dans les écuries, donc t'as plus rien à faire là, quoi. Et donc là où Elvira, elle veut l'amour, la validation du prince charmant, Agnès, elle veut en fait retrouver sa position socio-économique, encore plus lorsque elle devient, entre guillemets, Cendrillon, et vraiment la servante, quoi. Elle veut retrouver sa position qui lui permettra de vivre autrement, de pas être cette espèce de souillon à vie, quoi. Ouais, de fille de ferme. Oui, c'est ça, exactement. On sait que, comme on l'a dit, que voilà, son père, il n'avait pas forcément tant d'argent que ça, finalement. Et donc ça fait qu'elle risque de pas être forcément très à l'aise même dans le futur. Enfin, elle peut pas se permettre en fait de vivre son amour pleinement, et donc c'est aussi pour ça que elle va justement vouloir tout de même aller au bal, même si elle sait très bien que
que voilà, c'est le but ultime, entre guillemets, d'Elvira et qu'elle le comprend. Elle peut pas non plus se permettre de ne pas y aller, de ne pas essayer d'avoir le prince quoi, pour elle. Donc on n'est pas juste... Ça aussi, je trouve que ça donne un peu une autre facette de ce personnage qui est pas... elle va pas au bal pour être méchante ou pour la vengeance contre Elvira, mais parce qu'elle a ses propres intérêts. Et du coup, on n'est pas sur la pauvre victime, on n'est pas sur la méchante, on n'est pas sur la gentille. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très... il y a ouais, les personnages sont super bien construits, je trouve, et... Ouais, c'est bien écrit. Ça prend à rebours finalement le conte. Hein. Où c'est pas manichéen. C'est des personnages qui sont... Voilà, bah, c'est des personnages qui sont écrits avec des nuances, avec peut-être des contradictions internes, des choses comme ça. Et puis même la relation, en fait, entre Agnès et Elvira, j'avais envie d'en parler un petit peu, mais c'est tellement différent de la version de Disney où juste, elle se déteste, ou en tout cas la belle-sœur déteste Cendrillon pour, on ne sait pas trop, un scénario sûrement par rapport à sa beauté, mais voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a vraiment, comme tu dis, donc Elvira qui est très douce, donc forcément elle va essayer de s'intégrer à la nouvelle famille, elle va essayer de consoler Agnès quand son père meurt, elle veut être là pour elle, et en même temps, voilà, quand elle se rend compte que Agnès est quand même un obstacle pour qu'elle ait le prince, il y a ces moments où elle va être un peu distante, parfois même un peu condescendante, entre guillemets, avec elle, comme tu avais noté, notamment quand elle lui demande de lire les poèmes et de lui donner à manger dans son bain. Ouais, de la nourrir à la cuillère, ouais. Et là où Agnès, elle pourrait totalement la détester et de nouveau avoir ce truc entre les femmes de compétition, de concurrence, toi tu veux le prince, moi aussi, donc je te parle pas, je vais pas t'aider, je vais pas te tendre une main. Il y a cette scène que je trouve vraiment qui est très courte mais qui est super importante, je trouve, où justement, comme on a dit, Elvira est complètement affamée, elle peut pas manger ou très peu, et en fait, elle va dans la cuisine en pleine nuit pour chercher de la nourriture, et on a Agnès qui va lui donner un morceau de cake. Et c'est juste ça, elles vont pas se parler plus, elle va lui donner un morceau de cake et puis elle va partir, mais je trouve qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce moment-là, et ouais, j'avais vraiment envie de mettre un peu en avant aussi la relation entre ces personnages qui sont pas juste l'une contre l'autre, quoi. Ouais, il y a des moments de sororité, en fait. De soutien. C'est ça. Mais d'ailleurs, moi, pendant cette scène où elle a faim et elle va dans la cuisine, il me semble que c'est après qu'elle ait fait son opération des cils. Donc elle a un bandeau sur les yeux, elle peut pas voir. Et Agnès lui donne un bout de gâteau et lui dit « c'est du gâteau ». Et alors, la manière dont la nourriture est montrée dans le film, c'est très particulier. Et moi, je me suis demandé pendant cette scène, est-ce qu'elle va vraiment lui donner du gâteau ? Ou est-ce qu'elle va lui donner un morceau de gâteau pourri ? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le père meurt au début du film et qu'elles n'ont pas d'argent pour faire des rites funéraires, pour l'enterrer. Donc le cadavre du père pourrit pendant tout le film dans le château. D'ailleurs, il est mort sur une table de banquet, donc t'as la nourriture un petit peu autour, ça c'est le générique du début. Et moi à ce moment-là je me suis dit, mais est-ce qu'elle va pas la punir, puisque c'est à cause d'elle qu'elle a perdu son statut social de noble, est-ce qu'elle va pas se venger en lui donnant du gâteau mais pourri, quoi, avec des vers dedans, parce que la nourriture est montrée de manière horrible pendant tout le film. T'as pas un seul moment où tu vois de la nourriture et ça te donne faim, au contraire, ça te dégoûte. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment un acte de gentillesse pure. Elle lui donne vraiment du gâteau. C'est vrai que j'ai même pas pensé, j'étais peut-être un peu naïve par rapport à ça. J'ai pas du tout pensé au fait qu'elle lui donnerait quelque chose de pourri ou quoi, mais non, j'avais vraiment... moi, j'étais juste assez surprise et assez contente de voir cette main tendue. Ce geste tendre. Mais même la scène où elle la nourrit dans le bain,
c'est doux comme moment, je trouve, entre les deux, malgré le fait qu'elles soient rivales. J'ai l'impression qu'Agnès a quand même de la compassion pour Elvira, pour tout ce qu'elle traverse. Oui, je pense que oui, il y a une compréhension quand même, même si effectivement elles n'ont pas le même objectif, on va dire. Enfin, pas pour les mêmes raisons en tout cas. Je pense que oui, elle se rend compte aussi, hein, à mon avis, Agnès, de toute cette pression, de tous ces... Parce qu'elle aussi, elle fait ses cours. Je pense qu'il y a quand même quelque chose où... Et puis même, finalement, ce système-là l'empêche, elle aussi, enfin, elle l'empêche de vivre son amour, l'amour qu'elle voudrait, en fait. Et du coup, je pense qu'effectivement, il y a quand même ce truc de... Enfin, pour moi, c'est pas possible qu'elle se rende pas compte qu'il y a un souci, en fait, dans la façon dont les choses sont organisées et se passent, quoi. Ouais, bien sûr, 100%. Ouais. Toi, t'as dit le mot sororité. Je sais pas si tout le monde qui écoute connaît un petit peu ce terme. Donc on parle pas en soi de sororité dans le sens des sœurs de sang, enfin le lien qui unit les sœurs de sang, mais c'est en fait c'est devenu vraiment un concept féministe, la sororité, qui est apparu dans les années 70, donc dans la deuxième vague du féminisme. Avec notamment le livre qui s'appelle La sororité, c'est le pouvoir, où on va en fait trouver plein de textes de différentes autrices féministes américaines de l'époque. Et je vais citer une autrice apparemment que tu aimes beaucoup. Ah, c'est une de mes préf, ouais. Oui. Bah, c'est Chloé Delhomme qui a écrit justement enfin, qui a plutôt édité, je sais qu'elle a écrit dedans aussi, mais elle a édité un ouvrage en 2021 qui s'appelle donc Sororité, que je vous conseille, et donc qui, là je vais citer, elle dit que la sororité nous invite à repenser ce que signifie être une femme aujourd'hui, à questionner les rapports de domination et à imaginer le monde de demain. Donc on est vraiment sur l'idée de collectivité et d'empowerment entre femmes, quoi. Bah, c'est de se décaler du fait que on est des ennemis entre nous, c'est sortir de la rivalité féminine pour se rendre compte qu'en fait l'ennemi c'est le patriarcat et qu'il faut qu'on se soutienne les unes les autres pour s'en sortir. C'est vraiment un des thèmes principaux de l'œuvre de Chloé Delhomme. Elle en parle dans Les sorcières de la République, où justement c'est un système matriarcat qui est en place mais sans sororité, donc ça ne marche pas. Elle en parle dans Le cœur synthétique, de ce groupe d'amis et aussi de sorcières. Si vous avez lu Sorcières, la force invaincue des femmes de Mona Chollet, vous voyez pourquoi les deux concepts sont aussi intrinsèquement liés. Et c'est vraiment le thème au cœur, oui, de l'œuvre de Chloé Delhomme, et c'est une des autrices qui en parle le mieux dans plein de formes différentes. Elle a énormément écrit, elle a une bibliographie immense, un peu comme Amélie Nothomb, et c'est en fil rouge en fait, de comment s'en sortir en s'appuyant les unes sur les autres et en arrêtant de se faire la guerre entre nous et de plutôt identifier l'ennemi comme ok, c'est le patriarcat, c'est c'est contre ça qu'on va se battre, pardon. Je pense à Bell Hooks aussi, qui est une des premières autrices d'essais féministes, qui en a parlé aux États-Unis. Enfin voilà, c'est la base du féminisme, c'est la sororité, et c'est important de le pratiquer aussi dans sa vie de tous les jours. C'est beau, c'est très vrai. Non, mais c'est vrai, parce que dans le monde du travail, par exemple, tu vas pouvoir voir un petit peu tu vas pouvoir observer, par exemple, des rapports sociaux insidieux qui vont se mettre en place, et c'est important d'avoir en tête ces concepts-là pour les désamorcer, je trouve. C'est très vrai. Et d'ailleurs, je mettrai évidemment dans la description toutes les merveilleuses autrices qu'on a citées ici. Moi, j'avais noté des choses par rapport à Alma dont on n'a pas vraiment parlé. Alma Queen. Si tu voulais parler de quelque chose avant ou... Non, on peut passer à Alma. Prête à parler de ton personnage préféré? Ah oui, on la voit vraiment pas beaucoup malheureusement. Elle a que quelques scènes et elle parle très peu pendant le film. C'est la petite sœur
de Elvira. Et bon, pourquoi c'est mon personnage préféré? Parce que elle incarne le rejet des normes et la rébellion. C'est la seule voie de la raison pour Elvira, c'est-à-dire que quand elle lui dit je vais prendre un verre solitaire, elle lui dit mais t'es complètement dingue, enfin vraiment ça va pas la tête, moi je préférerais crever plutôt que de faire ça. C'est un personnage qui est, je sais pas si t'es d'accord avec moi, légèrement queer-coded. C'est-à-dire qu'une fois que Isaac, le garçon des tables, s'en va, c'est elle qui reprend ce rôle. Et voilà, elle a des longs cheveux roux que là, elle attache et qu'elle cache sous son chapeau. Et en fait, elle est méga stylée, quoi. Enfin, on aurait tous et toutes besoin d'une Alma dans notre vie. En fait. C'est très vrai. Je suis totalement d'accord. Mais oui, c'est vrai, elle est vue un peu comme moins féminine. Enfin, en tout cas, elle porte des couleurs qui sont plus sombres aussi. Et puis, il y a tout ce truc... Comme tu dis, elle a des très longs cheveux roux qui sont souvent emmêlés, je trouve. Ou, enfin, voilà, fait en tresse un peu, entre guillemets, grossière. Mais voilà, il n'y a pas ce truc de... elle va se faire des petites bouclettes ou des trucs comme ça, un peu comme sa sœur, quoi. C'est vrai que... C'est vrai qu'elle est assez différente là-dessus. Dans le film, on comprend qu'elle n'a pas encore eu ses règles. Et que du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas investie, elle n'est pas placée par sa mère comme au statut d'un investissement. Une chose sur laquelle investir. Sa mère n'a pas pu mettre finalement ses griffes dans Alma parce que Alma n'est pas encore, entre énormes guillemets, une femme. Justement, c'est super intéressant ce truc-là. Cette valeur symbolique qu'on va mettre dans notre société sur justement les règles, ça c'est... encore une fois, on va name drop une autrice. Allez lire des livres féministes. Oui, pas de ça. Bon, il est un peu long, mais il est quand même très intéressant. Donc, c'est le livre Encore à soi de Camille Froidevaux-Métry. Je sais pas si toi tu connais cette autrice, Camille Froidevaux-Métry. Pas du tout. Non. Elle a beaucoup écrit sur le corps des femmes. Et donc, il y a toute une partie, justement, où elle parle des règles, notamment, et de l'adolescence, en fait. Et elle explique que dès que le corps des filles va se retrouver marqué de signaux sexués, donc comme les règles, par exemple, l'apparition des seins, ce genre de choses, elles vont un peu être propulsées dans comme elle dit, dans une condition sexuelle sans qu'elles ne peuvent rien y faire. C'est-à-dire qu'elles vont... Tu as tes règles, donc tu peux enfanter, techniquement. Enfin, ton corps, c'est... comment ? Ouais, ton utérus peut être rempli, quoi. Et donc, la puberté, selon elle, elle va entraîner un nouveau statut social féminin, en fait. Que pas vraiment contrôlé, entre guillemets. Je veux dire, voilà, les règles, ça arrive et tu peux pas faire en sorte que ça ne se passe pas. C'est vrai que dans pas mal de films d'horreur, d'ailleurs, les règles sont vraiment utilisées un peu comme ce truc de perte de contrôle sur son corps, ou même un rejet totalement. J'ai écrit là-dessus, notamment dans Ginger Snaps, si tu l'as vu, si vous l'avez vu, il y a ce truc de Ginger et Brigitte, donc les deux personnages principaux qui sont totalement en rejet, en fait, qui refusent catégoriquement leur corps sexué, la entre guillemets féminité, telle qu'elle est construite dans notre système patriarcal. Donc oui, exactement comme tu dis, il y a ce truc de tant que Alma n'a pas eu ses règles, en soi, ça, entre guillemets, sert à rien de la marier parce qu'on ne peut pas encore faire d'elle une mère, quoi. Il y a une scène comme ça dans tout premier épisode de Game of Thrones, je crois, où Cersei rencontre Sansa Stark et elle lui dit, de but en blanc, t'as saigné ou pas encore ? Oui. Non, elle lui pose même pas la question à elle pose la question à sa mère, je crois. Elle a saigné ou pas encore ? Genre, est-ce que c'est... Voilà. Enfin, c'est terrible. Est-ce qu'elle a de la valeur ou est-ce qu'elle n'en a pas encore, finalement ? C'est terrible, et au point où, justement, on fait le petit point Game of Thrones avec Sansa, mais effectivement, où le jour où elle se réveille et elle a eu ses premières règles, donc il y a une grosse tache de sang sur son drap, elle va directement se dépêcher de l'enlever. Et puis elle voit que ça a coulé même sur son matelas, et donc elle sait pas quoi faire, elle veut absolument le cacher en fait, parce que ça signifierait que
Elle est bonne à marier. le fils de Cersei, qui est absolument horrible, peut avoir disposition de son corps et effectivement aussi se marier avec elle, quoi. Donc voilà, il y a une très grande valeur symbolique là-dedans. Et donc, comme on a dit... Et il y a une scène dans le film, d'ailleurs, qui fait écho à ça, dont tu voulais parler. Oui, mais je suis pas exactement sûre que ce soit ça, je t'avoue. Si, c'est ça. C'est la scène où Elvira s'est fait opérer des yeux, des paupières, et elle est dans son lit et elle a le bandeau. Et en fait, c'est la scène justement où elle se lève dans la nuit pour aller manger quelque chose parce que son ventre grouille à cause du verre. Et Alma voit le sang dans le lit, mais en fait, c'est le sang de ses yeux. Et elle regarde il me semble, et elle regarde la tache avec effroi. Mais il y a... Moi, c'était pas ça que j'avais en tête, et je sais plus exactement quand c'est dans le film. Je pense que c'est plutôt dans le film, où il y a justement une tache de sang, mais qui est... je pense qu'il est dans une chambre et qui est vraiment sur le sol, en fait, et on voit une servante, ou je sais pas, qui est en train de nettoyer, en fait, ce sang-là. C'est juste mis comme ça, en fait, ça dure vraiment quelques secondes, et on voit qu'il y a Alma qui voit ça, et du coup, je sais pas si c'est vraiment du sang de règle, parce que, j'ai pensé que peut-être, mais en tout cas, ouais, comme tu dis, il y a ce truc de Alma qui regarde ce sang qui a un peu... je sais pas si c'est de la peur, mais en tout cas, c'est quelque chose... elle a pas l'air très enjouée à l'idée que... Ça la laisse pas indifférente, en tout cas. C'est sûr, voilà, et puis ouais, pour continuer par rapport à ça, on va faire petit... on a déjà quand même pas mal dit de choses et révélé des choses par rapport au film, mais là, il y a un petit spoiler par rapport à la fin. C'est Agnès qui va épouser le prince. Et Alma décide d'emmener sa sœur Elvira avec elle, de s'enfuir en fait du château, d'aller, on ne sait pas trop où, c'est pas ça l'important. Mais j'avais vu un peu ça comme ça, et effectivement après j'avais été un peu sur Tumblr et je voyais des gens qui en parlaient comme ça aussi, mais ce truc de elle sauve non seulement Elvira de tout ça, mais aussi elle se sauve un peu elle-même, dans le sens où elle veut pas forcément, évidemment, elle veut pas se retrouver dans la même position. Dans l'état, c'est ça, de sa sœur en fait, qui a souffert énormément. Pour moi, Alma représente le prince charmant, à ce moment-là, qui sauve Elvira, puisqu'elle l'emmène à cheval, elle la porte, c'est elle le prince charmant, plutôt que le vrai prince, qui est un petit con. Ouais. Pauvre Agnès qui va devoir vivre avec ça. Ouais, clairement. La pauvre, vraiment. On n'aimerait pas être à sa place. Non, c'est sûr. C'est sûr. Elle a une très mauvaise fin, Agnès. Et voilà. Moi, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à Alma. Effectivement, c'est un personnage qui est pas forcément, comme tu dis, beaucoup mis en avant, qu'on voit forcément beaucoup par rapport à Agnès ou même Elvira, forcément. Mais c'est un personnage qui est vraiment intéressant à observer et à analyser, ouais. Que là, on voit vraiment l'écriture des personnages qui est vraiment super, parce que voilà, c'est un personnage qui est quand même assez secondaire, mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur elle, quoi. Ouais, c'est subtil. Besoin un petit point mise en scène. Ouais. Alors du coup, on n'en a pas vraiment parlé encore de l'esthétique du film et de comment la réalisatrice construit ses images et ses cadres. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi j'ai repéré dans le film qu'il y avait beaucoup de ruptures de ton et que t'avais 3 tonalités scénographiques, on va dire, esthétiques principales. Donc ce dont je parlais au tout début du film, dans l'intro, les scènes de rêve et de fantasme, qui vont avoir une esthétique très pop, hyper moderne, où là les tons vont être rose, rouge. En même temps, ça fait un peu penser à Peau d'âne, ce vieux film des années 60 avec Catherine Deneuve. Il y a un côté un petit peu kitsch, nostalgique.
c'est une mise en scène un peu, voilà, la Sofia Coppola, la Virgin Suicide, c'est très vaporeux, c'est très brillant. Pendant ces scènes, tu as de la musique électronique. Voilà, ça c'est très, encore une fois, coppolien, je trouve, de montrer des images un peu historiques avec une musique électro moderne. C'est des scènes voilà, de narration un peu intradégétique, c'est-à-dire que c'est Elvira qui se fait son film, et c'est des scènes de romance, en fait, où elle est avec le prince. Et tu retrouves cette mise en scène-là à la fin, quand Elvira va enfin interpréter la danse qu'elle a apprise. Et là, c'est complètement surréaliste, les costumes qu'elle porte. C'est presque un petit peu ridicule. Il y a un côté un peu comique. C'est vrai. Assez fort sublimé. Ouais. Et pas mal de... Comment? Bah clairement, c'est vrai que dans cette scène justement où elle danse, il y a pas... Il me semble, hein, si je me souviens bien, il y a pas la... Enfin, la musique n'est pas celle sur laquelle elle danse. Il me semble que c'est aussi de nouveau un truc très électronique, etc. On n'est pas au ralenti non plus, mais c'est très lent. Ouais, et puis la pièce est vide. C'est vraiment son fantasme, quoi. Elle danse toute seule avec les autres danseuses, elle est au milieu de tout le monde et le reste du monde disparaît. Ensuite, on va avoir plus la mise en scène du réel, où là, ça va être beaucoup filmé à l'intérieur du château ou à l'extérieur dans la nature. Et là, on va vraiment avoir une colorimétrie entre le brun et le gris, qui reprend une iconographie des tableaux de Rembrandt, comme dans The Witch de Robert Eggers. Cette même esthétique, avec des lumières naturelles, voilà, la lumière du jour, les bougies. C'est assez, du coup, réaliste, on va dire, comme mise en scène. Et tu vois un peu cette idée du quotidien un peu morne, quoi. Ça fait justement une rupture de ton entre ces fantasmes qui sont très colorés. Et ensuite, la troisième esthétique prédominante du film, qui est la plus intéressante à analyser, moi j'ai un peu appelé ça le gothic horror, les scènes un peu plus gore, où ça va être d'une part à l'intérieur du château des scènes de nuit avec de l'orage, et ça va être très sombre, les tons sont bleus. Voilà, tu croirais vraiment dans Nosferatu, c'est très gothique, c'est une ambiance brumeuse, inquiétante, assez vampirique, c'est obscur, t'as peu de lumière. Je pense par exemple, tu vois, à la mère qui est voilée parce qu'elle est en deuil de son mari, on dirait la dame en noir dans ce film avec Daniel Radcliffe, on dirait vraiment un fantôme. Et tu as les scènes donc de chirurgie. Alors il y en a deux. Des grandes scènes de chirurgie. Il y a la première où elle se fait enlever son appareil dentaire et casser le nez. Et là, c'est vraiment... Cette scène est filmée du point de vue de la mère et la sœur de Elvira qui sont sur le canapé. Donc c'est vraiment un grand angle. T'as ce design sonore très travaillé, incisif des objets chirurgicaux, mais ça te fait mal en fait, le bruit des scalpels, etc. T'as des zooms lents en fait sur le docteur ou des plans fixes. La mère commande le nez numéro 7 comme un McDo quoi. Vraiment, il dit alors ça va être lequel, elle dit c'est le numéro 7. Et t'as deux réactions, enfin voilà, t'as des plans contre plans, t'as la réaction ravie de la mère quand Elvira se fait péter le nez et horrifiée de Alma. Et enfin t'as la deuxième scène plus d'horreur, d'opération en tout cas chirurgicale, c'est quand elle se fait coudre les cils. Et là cette fois-ci c'est tourné en courte focale du point de vue de Elvira et du médecin, donc en plongée et contre-plongée. Et alors là ça n'a rien à voir avec la première scène de chirurgie où les tons étaient jaunes. Là on est dans des tons blancs avec un rideau, moi j'appelle ça le rideau à la David Lynch, vraiment le rideau rouge. Et ouais, toi aussi ça t'a rappelé ça. Elle est attachée au siège par le front, en fait. Elle a une lanière sur le front. Et pareil, ça rappelle cette iconographie vraiment cultissime de Orange Mécanique, voilà, où il a les yeux écartés. Et c'est vraiment une scène où, voilà, ça va être très organique. Il va y avoir des gros plans sur l'œil, des gros plans sur la paupière, sur l'aiguille qui rentre. Alors, je trouve que ça passe parce que
Alors moi, ça passe sans le son, parce que le design sonore, la première fois que je l'ai vu, je ne pouvais pas, c'était trop pour moi, donc je me cachais les yeux. Et j'ai pu revoir une deuxième fois ces scènes en enlevant le son et en me concentrant uniquement sur les images, tu vois, tellement c'est insoutenable, je trouve, et vraiment bien fait au niveau de la réalisation. Et voilà, quoi, c'est... Donc là, ça va vraiment être des gros plans, quoi, à fond. Encore une fois, sur la mise en scène, ce que je trouve très intéressant, c'est la musique, où il va y avoir un mix entre cette musique électronique dont je parlais au début, mention spéciale au générique, où c'est une musique que j'adore, c'est Crushed Velvet de Molly Lewis, où c'est une musique un peu western, assez lente, assez rock en fait, je dirais. Non, peut-être pas rock, mais il y a un sifflement. Et cette scène, voilà, c'est vraiment un travelling sur cette table de banquet où le père est mort. Et t'as tout dans cette scène, vraiment. T'as les fruits pourrissants, t'as le lettrage du générique, rose girly, avec voilà, un lettrage hyper moderne, en fait. C'est hyper sombre. Je trouve que l'esthétique du film reprend énormément ce qu'on appelle l'iconographie, quoi. Ça va être vraiment de refaire des peintures qu'on connaît tous, qui sont très imprimées dans l'imaginaire collectif, et recréer des compositions à l'écran qui reprennent ça. Un peu à la Ari Aster, en fait, finalement, notamment dans Midsommar. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur la mise en scène dans le film. Voilà, la musique, notamment la musique électronique, ça me faisait trop penser à cette série Dickinson. Je sais pas si t'as vu, où justement Non, je l'ai pas vu. Cette poétesse absolument incroyable, allez lire ses poèmes, de Emily Dickinson, du coup, où c'est aussi d'époque, voilà, je sais pas si c'est de la même époque, hein, mais je pense pas, mais bon, soit, où justement il y a ces costumes d'époque comme on a dans The Ugly Stepsister, mais il y a la musique qui est très très moderne en fait. C'est un peu un mélange entre les deux. Bah, ça crée une dissonance, je trouve. Puis après, tu vas avoir des musiques beaucoup plus, on va dire, accurate au niveau, enfin pertinentes au niveau de l'époque. Donc tu vas avoir de la flûte ou de la harpe. Mais je trouve que dans ces musiques-là, il y a toujours un peu un côté un peu dissonant et inquiétant. Mm-hmm. Peut-être qu'on peut parler de la scène iconique du film, la scène la plus gore, qui est la scène où elle se débarrasse avec l'aide d'Alma du ver solitaire. Alors je vois à ta tête que c'est un trauma. Quelle horreur, vraiment, je m'attendais tellement pas à ça. Et c'est long. Oh, c'est long, ouais, c'est vrai. Non, je t'avoue que la deuxième fois que je l'ai vu, je l'ai passé. Bon, la première fois, j'avais pas le choix, j'étais en salle. Ouais, ça gueulait de partout. C'est vrai que c'est... Bah oui, forcément, y a ce truc de, comme on a dit, presque un peu non, en fait, clairement une libération à la fin, où effectivement, du coup, Alma, comme tu dis, va aider Elvira à se débarrasser de ce fameux ver qui est là depuis un moment, quand même. À cause duquel elle perd ses cheveux. Ouais. Voilà, son apparence se dégrade énormément à cause du ver solitaire. Ouais. Elle a des gargouillements terribles. Elle en vomit, justement, ça on n'a pas dit, mais elle en vomit... quel horrible, vraiment, pendant le bal où elle se fait... Elle se fait entraîner dans des danses dans tous les sens, et on la voit qui est de plus en plus mal avec ses gargouillements qui sont très présents. Oui, effectivement, elle en vomit, c'est vraiment... Je trouvais qu'il y avait un côté très alien dans la manière dont le ver solitaire et les œufs du ver solitaire étaient filmés et montrés, voilà, ce côté gluant, le liquide noir. Ça reprenait un peu une iconographie entre... Alien de Ridley Scott, enfin voilà, la saga Alien commencée par Ridley Scott, et le cinéma body horror de David Cronenberg, notamment pour tout ce qui va être de la dégradation physique du corps, le body horror. Il y a ce mélange un petit peu savant entre les deux. Et donc oui, effectivement, voilà, il y a cette longue scène où, oh là là,
Alma qui... Bah, elle le vomit, quoi. Ouais, c'est ça, elle le vomit. Et alors Alma qui tire pour qu'il sorte, c'est vraiment ouf. Ça, c'est presque comique, ce moment-là. Tu sais, c'est comme les magiciens qui tirent sur un fil et ça s'arrête jamais. Tu vois? Et là, c'est pareil, quoi. Elle tire, elle tire, elle tire. Et effectivement, à la toute fin, c'est le dernier plan d'ailleurs du film. Si on ne compte pas les plans qui sont après le générique. Et c'est vraiment le dernier plan du coup du film où on a des... Je sais jamais faire la différence entre les corbeaux et les corneilles, je suppose, ça doit être des corbeaux, qui sont en train de bouffer, enfin de picorer en fait ce ver qui est... Ah, ça, c'est la scène post-générique? Non, ça c'est le C'est les corbeaux? tout dernier plan du film, tu vois. Ok. Ah, ok. Justement où ouais. il est dehors, d'ailleurs je sais pas comment ça se fait qu'il se retrouve dehors, mais enfin bref, on s'en fiche un peu, mais où justement t'as... Il a dû ramper jusque dehors, à la recherche d'un autre hôte, tu sais, comme le xénomorphe. Ouais. Ah ouais, ça ne... Comment dire, ce film ne va pas... ne pas montrer, quoi. Il y a vraiment tout est très, très présent, quoi. Ouais, c'est assumé. Complètement. Et ça, bon, même s'il y a des moments où c'est un peu dégueu, ça fait quand même du bien, je trouve, ce genre de film. Bah, le cinéma de genre horrifique connaît quand même un essor très sympa, notamment chez les réalisatrices féminines. Tu vois, voilà, je pense que c'est notamment depuis le couronnement de Titane au Festival de Cannes. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là dans son discours, elle a dit merci de faire rentrer les monstres. Ou après, voilà, c'est grâce à ça aussi, notamment, qu'on a pu avoir, je pense, The Substance de Coralie Farja, de qu'est-ce que les femmes ont à dire du body horror, parce que c'est quand même un genre qui existe depuis très très longtemps, ou en tout cas le cinéma de genre, le cinéma horrifique, où il y avait peu de représentation féminine, et je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus impactant quand c'est des meufs qui réalisent et qui parlent de leur expérience. Il y a quelque chose de vraiment viscéral, en tout cas, dans The Ugly Stepsister, et c'est un tour de force pour cette réalisatrice. Enfin, c'est son premier film. Vraiment, bravo à elle. C'est incroyable. J'attends... à mon avis, elle en fera d'autres, mais vraiment, j'attends de voir ce qu'elle va faire par la suite, quoi. Ce qu'elle va produire par la suite, ouais, carrément. Tu vas avoir un truc, je pense, un peu intradiégétique, qui est mon ventre qui gargouille. Et du coup, je ne sais pas, parce que j'ai vite fait manger avant qu'on enregistre, mais je sais pas si mon micro le capte, tu me diras, en écoutant l'enregistrement. Parce que les gargouillements reviennent très souvent dans le film à partir du moment où elle a avalé le verre. Et c'est un son, mais caverneux, quoi, qui vient presque d'outre-tombe, assez terrifiant. Encore une fois, le travail sur le design sonore, très 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 réussi. Oui, comme t'as dit, avec voilà, le son pendant les opérations notamment, hein. Franchement, très très fort, quoi. Ouais. Eh bien, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Ouais, une dernière chose, c'est l'iconographie du macabre et de la mort. Notamment avec le cadavre pourrissant du père dans cette maison. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est le fait que Agnès vient se recueillir devant le cadavre de son père à plusieurs reprises. Et voilà, plus le film avance, plus le cadavre se décompose, donc plus il y a des insectes, des mouches, des vers. Et idée de génie de la part de la réalisatrice, c'est que quand elle n'a pas de vêtements pour aller au bal, finalement ce sont les vers qui proviennent du corps de son père, qui viennent lui tisser une robe qui au final, elle est assez iconique, cette robe, parce qu'elle est très déconstruite en fait. C'est vraiment pas la robe de cette époque-là, et j'ai trouvé ça très surprenant et assez subversif en fait, cette idée. D'ailleurs, elle a une vision de sa mère à ce moment-là. Oui, aussi. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment pas la marraine Lafay qui vient l'aider, c'est les morts en fait, qui lui viennent en aide. Ouais. C'est très beau, et ses parents en plus.
on aime... moi, j'aime le macabre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et Pareil. voilà, puis peut-être un petit parallèle aussi, encore une fois, avec The Substance, c'est l'utilisation de la nourriture dans le film. Ou pareil que dans The Substance, à chaque fois que tu vois de la bouffe à l'écran, c'est ce que je disais plus tôt, c'est vraiment... c'est répugnant. Enfin, ça n'a aucun autre réflexe que le dégoût. Et ça me fait penser à cette scène dans The Substance où elle cuisine, tu sais, avec fureur, plein de plats dégueux. Ou dans The Substance, finalement, t'as un truc de le parallèle entre la nourriture et la chair consommable. Voilà, les morceaux de viande, la sexualisation de la femme, l'obsession sur la jeunesse, quoi. Alors que finalement, dans ce film-là, moi, je mettrais plus la nourriture en lien avec le macabre et la décomposition. Tu vois, le verre est déjà dans la pomme, quoi. Le fruit est déjà en train de pourrir, on va tous mourir, il y a quelque chose d'inévitable. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on voit peu finalement, bon, notamment parce que Elvira est interdite de manger, mais c'est vrai qu'on voit très peu finalement les personnages se nourrir en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nourriture qu'on voit qui n'est pas consommée, soit qui est laissée comme ça pourrir, soit qui est là, mais un peu oui, comme au bal, hein, il me semble, où il y a effectivement ces plats, cette nourriture et tout, et on dirait presque que personne n'y touche. Comme si elle était là. Pour faire joli, nourriture décorative. Ouais, c'est vraiment c'est intéressant ce qu'on peut y mettre, ce qu'on peut mettre là derrière. Voilà, c'est vraiment un film que moi je trouve super intéressant déjà à analyser parce qu'il dit plein de choses. Voilà, il est pas non plus trop sérieux, entre guillemets, c'est un peu je dirais pas que c'est une comédie noire, mais presque, enfin, il y a quelque chose de ce goût-là. Et en même temps qui, effectivement, fait passer des messages, comme vous avez pu entendre, hein, avec tout ce qu'on a dit, qui sont quand même extrêmement sérieux, extrêmement importants, qui l'étaient à cette époque et qui le sont encore maintenant. Donc vraiment rien que pour ça, et puis même comme on a dit, l'esthétique un peu gothique, le macabre, tout ça, le casting incroyable, franchement, la réalisation qui est vraiment top. On vous conseille, je pense en tout cas moi perso, mais je pense que toi aussi Déco. Oui, vraiment. S'il est encore en salle, allez le voir en salle, je trouve que ça vaut le coup. Ah oui, ça tu l'as vu chez toi. Et, oui, ça... C'était bien, mais c'est vrai que voir un film d'horreur, enfin de genre au cinéma, c'est quand même fou. Enfin, j'ai vu Nosferatu en salle. Je pense pas que je pourrais le revoir sur un écran de télé. Il y a aussi cet aspect que c'est génial en fait d'avoir une distribution pour des films comme ça. Et encore plus pour un film qui n'est pas américain ou français, ou enfin voilà, qui est quand même norvégien, production norvégienne. C'est vraiment très cool de l'avoir dans les cinémas chez nous, quoi. Globalement, ouais, il faut aller au cinéma dans la mesure du possible. Voilà, c'est vrai que c'est cher, etc., mais c'est quand même un art qui est menacé par l'arrivée des plateformes de streaming, YouTube, etc. Donc c'est aussi important, quand on le peut, financièrement, quand on en a la possibilité, voilà, de se déplacer, de pouvoir soutenir les artistes et soutenir les salles de cinéma. Oui, c'est important. On a beaucoup parlé, on a dit beaucoup de choses. Tu vas t'amuser au montage. Non, mais en vrai, c'est super chouette, super intéressant. Et j'étais trop contente de parler de ce film avec toi. C'est vraiment très cool. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. On va se refaire ça, hein. Oui, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Alors cette fois-ci, ce sera sur mon podcast, ce sera sur J'ai un truc à te montrer. Mais je pense qu'on va pas mal enregistrer ensemble. On a des choses à dire. Bien sûr, petit instant pub. Promo. Oui, allez écouter le podcast si vous ne le connaissez pas. J'ai un truc à te montrer de Mathilde qui est
super cool. Il y a, pour l'instant, c'est 17 épisodes, c'est ça? Il y a un 18e Ouais, qui va sortir. ouais. Je sais pas, Bientôt. bientôt? En août. Ouais. Ok, trop bien. C'est un épisode qui va suivre le 17e où on parlait du male gaze. Là, on va parler de déconstruire Attendez, on parlait du female gaze et là, on va parler de déconstruire le male gaze. Et globalement, j'aime parler de genre, j'aime parler de psychologie et vraiment d'analyse filmique, technique, de mise en scène. Et je reçois toujours des invités, dont parfois des personnes qui sont elles aussi psychologues. Et on décrypte et on va vraiment en profondeur dans la psychologie des personnages. Parfois sur des films d'horreur, parfois pas, des séries, beaucoup de choses, des figures voilà, comme le vampire, etc. Donc oui, il y a pas mal à découvrir sur ce podcast. Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout ce qu'on avait à dire sur The Ugly Stepsister. Pour ma part, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines avec un nouvel épisode et un nouveau film. Et puis, allez écouter, j'ai un truc à te montrer. Merci. Et à bientôt! À bientôt.